Alors, que peut faire la science pour préserver la richesse vivante des océans? Je vais être un peu provocant. Il y a beaucoup de scientifiques, j'ai vu, qui ont levé la main. Il y a moins d'hommes d'entreprise. Il y a quelques hommes qui sont ni d'entreprise ni de la science. Donc je vais essayer, non pas moi d'ajouter des réponses sur le fond des questions, mais peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette question. Il me semble que la première des choses que doit faire la science pour protéger la richesse des océans, c'est de sortir d'elle-même. Et de commencer par regarder la manière dont elle est perçue et par conséquent le regard croisé qu'elle doit entretenir avec la société. Et de ce point de vue, à peu près dans tous les pays du monde, en tout cas dans le nôtre, en France et en Europe, on a aujourd'hui un premier phénomène qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il y a une demande de science et une demande de recherche qui est très forte. Et cette demande, elle se traduit de bien des manières. D'abord, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les seules qui vaillent, pas celles qu'on fait comme ça, là, un jour, et puis qu'on ne suit plus, celles qu'on suit dans la durée, pendant des années, voire pendant des décennies, vous vous apercevez que dans un monde où la défiance est devenue universelle, la confiance, du point de vue de l'opinion publique, réside aujourd'hui auprès de deux émetteurs, les organisations non gouvernementales et les établissements de recherche. Et donc, cette constatation crée un devoir aux scientifiques et aux établissements de recherche. Il faut être à la hauteur de la confiance que l'opinion manifeste à l'égard des établissements de recherche. Il faut sans doute d'ailleurs au passage que les établissements de recherche dialoguent aussi avec les autres sources émettrices considérées, à tort ou à raison, comme dignes de confiance, que sont les organisations non gouvernementales. Le deuxième signe de cette demande considérable de recherche et qui vaut très fortement dans le domaine des océans qui nous réunit aujourd'hui, c'est la demande croissante d'expertise. Tout le monde a besoin d'experts et d'expertise, tout le monde se tourne vers les experts et vers l'expertise, c'est-à-dire vers les chercheurs. C'est vrai, bien entendu, des gouvernements qui, lorsqu'ils sont en présence d'une situation difficile, plutôt que d'improviser une réponse souvent aventureuse, préfèrent désormais prendre le chemin de l'expertise, c'est-à-dire consulter la communauté scientifique. C'est vrai aussi de l'opinion publique, qui a besoin d'être rassurée par la parole scientifique. Pierre Rosanvallon, dans un ouvrage qui vient de paraître, parle à ce propos de la légitimité d'impartialité. La communauté scientifique, la recherche, sont porteurs d'une des formes de légitimité dans les sociétés démocratiques d'aujourd'hui, qui est la légitimité d'impartialité. En même temps, et on le voit bien à travers toutes les illustrations concrètes de cette demande d'expertise, que ce soit dans le domaine de l'halieutique, la connaissance de l'évolution des stocks et dans la durée, que ce soit à chaud sur des phénomènes de pollution de la mer par des hydrocarbures, cette demande d'expertise est elle-même un peu ambivalente. L'instrumentalisation peut guetter. Les conditions dans lesquelles l'expertise va être élaborée vont parfois, naturellement, conditionner très fortement sa qualité. Et puis, quelquefois, il y a des experts qui s'improvisent, ou qui s'autoproclament, ou qui s'autodésignent. Et il n'est pas toujours très facile de faire le tri entre les experts eux-mêmes. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément que la communauté scientifique, me semble-t-il, pour répondre à la question qui nous est aujourd'hui posée, doit avoir présente à l'esprit, c'est que le scientisme du XIXe siècle, c'est terminé. Si l'opinion publique, si tout le monde a besoin de recherche et le reconnaît, le temps de la confiance absolue, illimitée, universelle, indéfinie dans la science qui, à elle seule, apporterait des réponses définitives au bonheur de l'humanité, ça n'existe plus. Ça s'est appelé le scientisme, c'était au XIXe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et il faut bien aujourd'hui constater une chose, c'est que la recherche elle-même est regardée avec beaucoup d'ambivalence. Elle est regardée comme porteuse de promesses, d'où la confiance qu'elle inspire, mais elle est regardée aussi comme porteuse de menaces.
Il suffit, pour s'en convaincre, de regarder le débat dans le monde entier autour des OGM. Et ce débat concerne aussi le domaine marin. Quelquefois, sur telle ou telle application, quand on veut définitivement discréditer une avancée de la recherche génétique dans le domaine marin, par exemple sur certaines espèces d'huîtres, il suffit de coller l'étiquette OGM, même si elle n'est pas justifiée sur le fond, pour commencer à inquiéter. Et on voit bien le débat sur les huîtres triploïdes, par exemple, qui a été, pour certains, manipulé négativement de cette manière. Et pour répondre à cette double considération, d'un côté, l'attente vis-à-vis du monde de la recherche, l'attente vis-à-vis de la science, qui est plus fort que jamais, mais de l'autre, la certitude absolue que ce n'est pas de la science seule que vont venir les réponses définitives, si tant est qu'elles existent, dont nous avons besoin pour répondre à un certain nombre de nos défis. Eh bien, je crois qu'après être un peu sortie d'elle-même, il faut que la recherche revienne sur elle-même et qu'elle se pose un certain nombre de questions sur la manière même dont elle est structurée et sur la manière même dont elle est gouvernée ou dont elle s'auto-gouverne. Aujourd'hui, ça a été dit à plusieurs reprises par les intervenants précédents, et je le reprends volontiers à mon compte, il n'y a pas de recherche qui vaille qui ne soit totalement pluridisciplinaire. Et la première des choses, c'est de sortir de sa discipline et d'aller à la rencontre, y compris des disciplines apparemment les plus éloignées. Par exemple, les sciences humaines et sociales, qui ne font pas traditionnellement partie de l'univers des sciences marines, doivent aujourd'hui y prendre une place de plus en plus importante. La nature même des enjeux qui sont soulevés, le type de processus institutionnel dans lesquels s'insèrent les expertises marines, impose aujourd'hui de faire une place nouvelle aux sciences humaines et sociales, à l'économie. Il y a ici d'éminents spécialistes de la biodiversité marine. La biodiversité marine, on est en train de la découvrir ou de la redécouvrir. On connaît la difficulté de connaissance de la biodiversité marine, plus difficile d'accès que la biodiversité terrestre, moins connue, beaucoup moins aujourd'hui explorée, et pourtant porteuse, on le sait bien, là aussi, de promesses très importantes. Mais si on veut intéresser la société à la protection de la biodiversité marine, il va falloir, y compris, lui donner des éléments de statut économique. Et il va falloir construire autour de la biodiversité marine un projet scientifique qui va conjuguer les sciences fondamentales, les sciences exactes, mais aussi les sciences humaines, y compris en y intégrant des données à caractère économique. Parce qu'on a beaucoup prononcé, à juste titre, le mot d'indicateur. Ce dont aujourd'hui les sociétés ont besoin et ce qu'elles attendent de la recherche, c'est effectivement une certaine capacité, non pas seulement à poser des diagnostics, non pas seulement à prédire des menaces, mais à contribuer à inventer des solutions pour prévenir les crises, pour résoudre les crises et pour mesurer l'évolution réelle des phénomènes qui sont observés. Alors, c'est la grande question de la résilience. J'ai entendu avec plaisir que ce mot était prononcé à plusieurs reprises. Toute la question est celle, en effet, de la résilience. Observer un milieu, constater son évolution, indiquer éventuellement qu'il se dégrade, c'est bien, mais être capable de le mesurer, c'est beaucoup plus difficile, et c'est pourtant absolument nécessaire.